Et c'est parce que l'OLP a été chassé du Liban, et c'est parce que l'OLP a été marginalisé grâce à son expulsion du Liban, de par l'intervention israélienne au Liban, que l'OLP a fini par reconnaître Israël et a cherché à entrer dans des négociations avec Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Masri, orientaliste. Boker Tov Meir, bonjour. Bonjour, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'avec vous, on essaye d'éclaircir deux dossiers importants dans le Proche et Moyen-Orient. Le premier, c'est le dossier de l'Arabie Saoudite. On en parle beaucoup et c'est pour l'instant relativement secret, mais les rumeurs persistent. On a le sentiment que l'on s'achemine vers une forme de normalisation, en tout cas de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, cautionnée, chapeautée par les Américains. Et ce serait d'ailleurs même la raison, la cause du report de la visite de Joe Biden prévue en Israël. Alors, essayez de faire le clair où on en est dans ces tractations et est-ce qu'effectivement on peut s'attendre à une forme de normalisation officielle ? Alors, ce qui est très encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on en est à se demander quand est-ce que ce traité de paix sera signé finalement, quand est-ce que cette normalisation sera signé et non pas est-ce qu'il y aura une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Nous avons beaucoup parlé durant les 12 derniers mois de l'administration Biden et du fait que peut-être que le processus qui avait été enclenché sous Trump allait peut-être s'essouffler et on en voit qu'il n'en est rien et qu'au contraire, ça ne cesse d'avancer. Pour la simple raison que ce processus de rapprochement israélo-arabe est en partie dû à des facteurs géopolitiques locaux. L'Arabie Saoudite ne perçoit pas Israël comme un ennemi. D'ailleurs, ce sont les propos qui ont été exprimés par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, et qui n'est pas exclu à ce que l'Israël devienne à l'avenir un allié de l'Arabie Saoudite. Il y a également des personnalités saoudiennes qui se sont rendues en Israël. On a parlé, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'ancien Premier ministre Netanyahou se serait rendu à Riyad ou d'autres responsables israéliens de haut rang. Ce qui est intéressant, c'est que cela n'a pas été démenti par les Saoudiens. Et lorsque cela a été démenti, ça a été toujours démenti très tardivement et très, très timidement. Donc, tout cela indique clairement qu'il y a une volonté de la part de l'Arabie Saoudite de laisser planer le doute, peut-être pour tester son opinion publique. Les Saoudiens cherchent également en permanence à courtiser Israël. Et je pense que tout cela indique clairement que nous avançons très lentement, graduellement, mais sûrement vers un accord de normalisation en bonne et due forme entre Jérusalem et Riyad. Alors, cet accord, s'il se concrétise, on peut dire que il sera le résultat, on va dire aujourd'hui, d'une constellation géopolitique internationale nouvelle, parce que en fait, aujourd'hui, les Américains ont besoin de l'Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas obligatoirement avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que effectivement, le fait qu'aujourd'hui les Américains aient besoin du pétrole saoudien, c'est un catalyseur de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite ? Non, honnêtement, je ne pense pas que le pétrole soit vraiment la clé de la question. Les Américains ont toujours eu besoin du pétrole saoudien, du pétrole du Golfe. Ça n'est pas une question majeure, bien entendu. Ce n'est pas ce qui motive, si vous voulez, la politique américaine au Moyen-Orient. Il y a d'autres facteurs également. Il y a le fait que l'Arabie Saoudite est aussi un acteur qui joue un rôle considérable dans la stabilisation de la région. Certes, vous me direz, ces pays du Golfe, ces monarchies ne sont pas des grandes démocraties, mais ce sont des pays qui respectent beaucoup l'ordre international établi, les souverainetés étatiques, la notion d'indépendance des États, et ne cherchent pas à envahir leurs voisins et à déstabiliser la région. Et c'est là un critère d'évaluation important des États. Ajoutons à cela le fait que les Saoudiens eux-mêmes sont intéressés par un rapprochement. Ce n'est pas seulement Israël. Israël n'est pas en train de mendier la paix et les Américains non plus n'est pas en train de jouer les médiateurs pour forcer les Arabes à faire la paix avec Israël. Il constitue effectivement une médiation intéressante parce que c'est un allié clé de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, mais aussi d'Israël. C'est un ami commun de longue date. Mais les Saoudiens sont extrêmement motivés parce qu'Israël a réussi à s'imposer, il faut le dire, durant ces dernières années, comme un acteur clé, comme un acteur stable et comme un pays où existent des appareils de renseignement hyper actifs qui ont joué un rôle considérable dans la lutte contre le terrorisme.
pas toujours de façon très médiatisée. Et c'est enfin un pôle de technologie militaire ultra sophistiquée et qui, technologie militaire faisant défaut à ces États du Golfe fortunés, mais fragiles et à la traîne, il faut le dire clairement. Est-ce que l'on peut dire que, par exemple, le fait que le roi Salman soit toujours vivant, même s'il est affaibli, eh bien, c'est probablement l'un des facteurs qui freine, on va dire, cette normalisation. Peut-être le roi Salman étant un partisan de l'ancienne école qui disait qu'il fallait absolument régler le conflit israélo-palestinien avant de normaliser les relations avec les autres pays, en particulier les pays du Golfe. Non, je ne pense pas qu'il y ait une rupture, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre comment ces États fonctionnent. Les pays du Golfe sont très différents des dictatures arabes classiques que nous avons connues, de l'Égypte de Moubarak, ou l'Égypte actuelle, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen. Les pays du Golfe sont des États où le pouvoir est très collégial. Il y a à l'échelle des familles royales, il y a un conseil de famille qui se réunit et qui prend des décisions stratégiques. Donc il n'y a pas que le roi et le prince héritier. Ces décisions se prennent de façon collective, collégiale, et il y a un processus régional. L'Arabie saoudite n'est pas seule. Il y a les Émirats arabes unis, il y a Bahreïn, il y a le Sultanat d'Oman, et il y a même le Qatar aussi, qui a par le passé des relations avec Israël et qui entretient toujours un canal de communication quasi officiel avec Israël. Des personnalités, des émissaires sont arrivés, pas toujours de façon très discrète et vice-versa. Donc, à partir de là, je pense que c'est un aspect très important à prendre en compte. C'est un processus qui est lent, qui est graduel. Sans l'accord de l'Arabie saoudite, sans le soutien de l'Arabie saoudite, Israël n'aurait pu normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis, ni avec Bahreïn d'ailleurs, Bahreïn étant protégé par les Saoudiens. L'armée saoudienne est stationnée à Bahreïn depuis 2012. Et donc pour faire face à l'irrédentisme chiite soutenu par l'Iran. Et tout cela indique clairement qu'il y a une volonté de la part des Saoudiens. De toute manière, vous savez, pour atteindre les Émirats arabes unis et Bahreïn, il faut survoler l'espace aérien saoudien, puisque ce sont des pays qui sont loin d'Israël géographiquement. Donc, pour toutes ces raisons, oui, l'Arabie saoudite est intéressée et je ne pense pas que ce soit une question de génération. Alors, est-ce qu'il y a une opposition à la paix avec Israël en Arabie saoudite? Oui, bien sûr. Il y a des personnalités religieuses et médiatiques qui s'expriment régulièrement contre la normalisation, mais ça se passe généralement à travers des plateformes étrangères. Ce sont des personnalités qui sont plutôt isolées et qui n'expriment pas la tendance générale de l'opinion publique en Arabie saoudite. Parce que même dans des pays qui ne sont pas très démocratiques, si j'ose dire, il existe toujours une opinion publique et cette opinion publique est clairement aujourd'hui en faveur du rapprochement. Alors, je voudrais qu'on aborde avec vous, pendant les quelques minutes qui nous restent, un second dossier qui est aussi important, dont on a parlé ces derniers jours, c'est le Liban. Alors, effectivement, on a marqué le 40e anniversaire de la première guerre du Liban, mais on a pu constater également que le Liban était menaçant toujours envers l'État d'Israël, en particulier face au déploiement d'une plateforme gazière mobile à hauteur des côtes du littoral israélien, dans les eaux territoriales israéliennes. Le Liban se faisait menaçant et on a eu des menaces de la part du président Aoun, du Premier ministre et bien entendu du Hezbollah. Pourquoi sont-ils si en colère après Israël autour de ce dossier? On sait qu'il y a un litige concernant les eaux territoriales au nord d'Israël et au sud du Liban. Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, ce n'est pas d'un litige qu'il s'agit. C'est tout simplement du fait que la ratification des frontières maritimes entre les États est un phénomène relativement nouveau. Et donc beaucoup de pays, notamment les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, eh bien, n'ont pas encore ratifié leurs frontières maritimes. C'est le cas d'ailleurs de pas mal de pays arabes entre eux. Deuxièmement, il serait quand même bien que les Libanais se mettent d'accord sur une seule version et qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils revendiquent une fois pour toutes. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents acteurs au Liban, il y a un enchevêtrement des prérogatives, et puis chacun a son projet, sa vision des choses, de ratification des frontières. Alors, il y a le projet du président Aoun, il y a l'ancien Premier ministre également qui avait son propre projet. Le président du Parlement a son mot à dire sur le sujet, Nabi Berri. C'est vraiment un accès incroyable, compte tenu des prérogatives
très très limitée et symbolique du président du Parlement libanais. Donc tout ça ne tient pas la route. Les Libanais ont commencé à négocier en revendiquant 860 km². Plus on a avancé dans les négociations avec la médiation américaine, ils ont dit ah non, finalement on revendique 1430 km². 1430 km². C'est quand même assez curieux qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la négociation, la partie protagoniste demande plus. C'est un cas très classique en réalité dans le marchandage et la négociation lorsqu'on veut faire capoter en fait les pourparlers. Ça n'est pas du tout, ça ne donne pas l'impression qu'ils veulent parvenir à un accord avec Israël. À cela, ajoutons bien entendu le fait que le Liban est extrêmement divisé, que l'État est quasiment inexistant, et enfin que le Hezbollah, qui a la main mise sur le Liban, n'a aucun intérêt en réalité à ce que la frontière maritime soit ratifiée, de même que la frontière terrestre ne le soit également. Les propos de Nasrallah appelant et promettant de défendre le gaz libanais, entre guillemets, avec 40 000 roquettes et missiles, je ne pense pas que ce soit des propos qui encouragent les investisseurs étrangers ou qui démontrent d'une quelconque volonté d'aller vers un accord qui serait bénéfique sur le plan économique pour les deux pays. Alors, pour revenir aujourd'hui peut-être aussi sur cette guerre du Liban dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, cette première guerre du Liban, finalement, on se souvient qu'Ariel Sharon avait voulu instaurer au Liban une sorte d'ordre nouveau en essayant de favoriser l'élection de Bachir Gemayel à l'époque, et ça n'a pas marché. Finalement, on se souvient que les Israéliens avaient chassé l'OLP, mais finalement aujourd'hui on se retrouve 40 ans plus tard avec un Hezbollah qui est peut-être puissant, même si sa puissance est quelque peu estompée ces derniers mois, mais un Hezbollah qui est une sorte d'État dans l'État. C'est la preuve que, selon vous, Meir Masri, on ne peut pas, il vaut mieux ne pas s'insérer, ne pas essayer de jouer dans la cour du Proche-Orient, dans cette cour byzantine du Proche-Orient, où finalement on ne sait pas quelle est l'issue de toute implication de la part d'Israël. Je ne pense pas. D'abord parce qu'il y a un contexte. D'abord, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'Israël a échoué au Liban. L'intervention israélienne au Liban en 82, et qui a été encouragée par une partie de l'opinion publique libanaise et par une grande partie des députés libanais. Il faut savoir que le 17 mai 1983, un traité de paix a été signé entre Israël et le Liban, deuxième traité de paix entre Israël et un pays membre de la Ligue arabe. Ce traité de paix a été ratifié au Parlement libanais avec une grande majorité comprenant des députés musulmans, et ça n'a été abrogé que par la force des armes lorsque l'occupation syrienne, lorsque le Liban est tombé sous occupation syrienne l'année suivante. Donc Israël a réussi à chasser l'OLP du Liban, et c'est parce que l'OLP a été chassé du Liban, et c'est parce que l'OLP a été marginalisé grâce à son expulsion du Liban, de par l'intervention israélienne au Liban, en coordination et en coopération avec plusieurs partis au Liban, que l'OLP a fini par reconnaître Israël et a cherché à entrer dans des négociations avec Israël. Certes, ils n'ont pas joué le jeu par la suite, mais en tout cas, c'est ce qui a déclenché les accords d'Oslo. C'est l'un des facteurs de modération de l'OLP, au point où il a réussi à entrer en négociation avec Israël. Donc à partir de là, je ne pense pas que ce soit un échec. Non, Israël doit avoir un regard fixé, et même a un rôle à jouer dans les pays voisins. Israël est une puissance régionale et ne peut pas rester les bras croisés alors que le Liban est en train de se faire manger par l'Iran, alors que la Syrie est en train de devenir un poste avancé des missiles iraniennes, alors que l'Iran cherche à s'implanter militairement et de par ses milices un peu partout dans la région. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réaction, et c'est ce qui est en train de se faire, puisque Israël ne cesse d'opérer sur le sol syrien et de faire passer des messages, y compris également d'effectuer des opérations d'envergure qui ne sont plus aujourd'hui secrètes pour pousser les Iraniens et leurs milices de ces frontières internationales. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce survol, on va dire, proche-oriental avec nous ce matin, de parler de l'Arabie Saoudite et du Liban. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.